Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un travail qu'on avait fait il y a quelques années et puis des données un peu plus récentes de la littérature. Alors, en fait, quand on regarde la littérature, il y a beaucoup de données nord-américaines qui globalement documentent une perte de chance des patients précaires sur plein de critères. L'accès aux soins, la consultation retardée, des formes plus avancées de la maladie, etc. Donc, le système nord-américain n'est pas du tout extrapolable au système européen et français. Donc, toute cette littérature, elle est intéressante, mais je pense qu'on ne peut pas l'extrapoler à la France. Et alors, en réanimation, il y a quelques papiers qui, globalement, montrent également une perte de chance quand on a des éléments de précarité. On reviendra sur comment on définit la précarité, sur l'accès aux soins, sur la présentation avec des formes plus graves, et peut-être sur une prise en charge différente en réanimation. Donc, on avait mené avec Naïk Bilger, qui est maintenant à l'IGR, un travail. On a repris l'ensemble des malades hospitalisés chez nous en distinguant ceux qu'on pouvait considérer comme précaires, qu'on a appelé d'un terme générique de homeless, comparé aux non précaires. Donc, on a fait une étude rétrospective, parce que moi, dans le cadre du codage PMSI, j'utilise un code générique, qui est le code Z590, qui est un code en gros précarité. Vous savez que dans la CIM10, il y a plein de codes précarité. On peut le détailler, mais c'est un peu compliqué à faire. Donc moi, j'avais un code simple, et quand je pensais que le malade était précaire, je le codais. Donc on avait les données et puis on avait les données du service social. Et le service social ouvre des dossiers pour prendre en charge spécifiquement ces malades, voire ouvrir des droits. Parce que un certain nombre de malades n'ont pas de droit à l'entrée, mais en fait, ils peuvent avoir des droits et le service social peut les aider à obtenir ces droits. Et puis, on a exclu les séjours très courts, les allogreffes de moelle, les grossesses et les moins de 18 ans, ça ne représente pas beaucoup de personnes. Alors, SDF, terme générique, on va dire SDF, c'est le lieu de vie. Donc, le lieu de vie, il y a vraiment, je vis dans la rue, hein, et puis SAMU social, hôtel, foyer, voire hébergement chez un tiers. Une des difficultés qu'on a eues, c'est qu'évidemment, les malades précaires ne sont pas les mêmes que les malades non précaires. Et donc, les comparer comme ça, brut des décoffrages, c'est pas possible. Et donc, on a fait une étude avec un score de propension pour essayer d'avoir des populations comparables. Et donc, cet appariement avec le score de propension a permis, en gros, d'apparier 4 malades dits non SDF, hein, toujours pareil, hein, avec des malades dits SDF, on va dire précaires. Donc, ça, c'est le flowchart de l'étude. Donc, une étude, en gros, sur 11 ans, à peu près 1000 admissions par an. Et donc, des malades avaient ce fameux code de précarité que j'utilisais. Et puis, on a confronté l'ensemble des dossiers sociaux, c'est un peu de travail, hein, avec les codes. Et donc, on a requalifié des malades qui étaient précaires en non précaires ou l'inverse. Donc, au final, on a 421 admissions en réanimation pour des patients dits précaires versus un peu plus de 9000 non précaires. Donc, ça représente 4,5%. Et comme on a fait une étude sur 11 ans, ce pourcentage, en fait, a augmenté sur cette période de 11 ans. Mais en moyenne, il faut retenir 4,5%. Donc, on n'est pas du tout dans des situations exceptionnelles. Alors, c'est probablement différent dans d'autres régions.
Alors, quand on compare les précaires et les non précaires, donc sans ajustement, sans rien, donc on retrouve nos 9353 et les 421. Il y a beaucoup plus d'hommes dans le groupe précaire, plus jeunes, nettement plus jeunes, des modes d'arrivée dans le service qui sont différents, plus de malades qui arrivent par le SAMU, plus de malades qui arrivent par les urgences, moins de transferts internes. Et quand on regarde le SAPS 2 qui tient compte de l'âge pareil, mais donc comme ils sont plus jeunes, si on regarde le SAPS 2 sans les points de l'âge, c'est plutôt des malades un peu plus graves avec un SAPS 2, enfin, donc un IGS 2 qui est plus élevé. Alors, les motifs d'admission ne sont pas les mêmes. On a plus de troubles de conscience, vous voyez, 34% dans le groupe homeless versus 20% dans le groupe non précaire. Et puis, on a également plus d'hypothermie. L'hypothermie était définie comme une température corporelle inférieure à 32. Et donc, évidemment, quand on vit dans la rue, que c'est l'hiver, on fait plus d'hypothermie, d'exposition au froid. Quand on regarde les suppléances d'organes, en gros, c'est pareil, sauf pour la ventilation mécanique invasive. Ils avaient plus de ventilation mécanique invasive. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas ce qui est retrouvé dans la littérature nord-américaine, où plutôt les malades sont ventilés pareil ou un peu moins ventilés. Alors, les résultats en termes de mortalité brute, mortalité brute en réanimation, c'est 19%, 19,6, donc il n'y a aucune différence. Durée de séjour médiane chez les malades survivants, 4 jours, et c'est pareil dans les deux bras. Durée de séjour à l'hôpital, c'est un petit peu plus long, mais ce n'est pas significatif chez les malades homeless. Et puis, la destination de sortie, voilà, c'est un des problèmes, c'est que quand ils sortent de la réanimation, ils sont remis à la rue quand ils sont à la rue. Donc, évidemment, ça pose le problème de la prise en charge au long cours de ces malades. Alors, on peut peut-être s'arrêter là-dessus parce que ça pose la question de comment on approche la précarité. Il y a plusieurs méthodes pour approcher la précarité. Le premier élément, c'est est-ce qu'il y a une couverture sociale, une CMU en gros. Est-ce qu'il y a une CMU? En gros, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% des malades qui n'avaient pas de CMU. Alors que quand on discute avec les assistantes sociales, beaucoup d'entre eux pourraient avoir accès à la CMU, mais simplement, ils n'ont pas fait la démarche. Et donc, il faut proactivement ouvrir le dossier pour pouvoir obtenir la CMU. Le deuxième élément de précarité, on va dire, c'est la précarité sociale, c'est être seul au monde. Pas de famille. Pas de famille. Vous voyez, 91%, pas de famille. Troisième élément, c'est les revenus, c'est-à-dire comment les gens en vivent. Et, il y a quelques retraités, mais comme on a vu, c'est quand même plutôt des gens jeunes, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent une pension de retraite. Il y a quelques travailleurs pauvres, vous voyez, 2%. Et puis, allocation adultes handicapés, revenus de solidarité active. Et puis, plus de 55% n'ont aucun revenu. Aucun revenu. Et puis, le lieu de vie, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, en fait, 70% vraiment étaient des SDF, c'est-à-dire vivaient dans la rue. Et puis d'autres vivaient dans des conditions précaires, mais ce n'était pas vraiment la rue. Alors, on peut regarder plusieurs de ces critères. Donc, premier critère, est-ce qu'il y a une assurance maladie? Mais quand il n'y a pas d'assurance maladie, vous voyez que la mortalité en réanimation est à 23%, la mortalité à l'hôpital est à 25%, donc très supérieure à celle qu'elle est chez les malades qui ont une assurance maladie. L'isolation sociale, il n'y a pas de différence selon qu'il y a ou pas de la famille. Les ressources, oui, quand les gens n'ont pas aucune ressource financière, la mortalité est plus importante en réanimation et à l'hôpital.
Et puis, quand on regarde le lieu de vie, le lieu de vie qui vraiment fait la différence, c'est la rue. Les gens qui vivent dans la rue, là, vous voyez qu'ils ont une mortalité qui est plus élevée. Alors, quand on fait une analyse multivariée, qu'on recherche les éléments qui expliquent la mortalité, on retrouve l'IGS-2, donc plus on est grave, plus on meurt, et on retrouve le fait de vivre dans la rue avec, vous voyez, un odds ratio qui est franchement élevé. Alors, quand on regarde la durée de séjour est un petit peu plus longue chez les malades précaires. Et quand on le fait après matching, donc après score de propension, c'est quasiment un jour de plus en réanimation. Et quand on regarde la durée de séjour à l'hôpital, c'est quand même après matching 3 jours de plus. Et on comprend bien, c'est-à-dire que quand on est précaire, compte tenu que ça va être compliqué pour l'aval de l'hôpital, les malades ils restent plus longtemps à l'hôpital. Et donc, ça s'est présenté de manière classique, où on voit qu'effectivement, la mortalité après ajustement, elle n'est pas différente selon qu'on est précaire ou pas précaire. Par contre, la durée de séjour, elle est plus longue en réa et plus longue à l'hôpital chez les malades précaires. Donc, pour conclure ce premier travail, ces patients précaires, ça représente plus de 4% d'autres recrutements. Et ça augmente. C'est des malades qui sont plus jeunes, plus d'hommes, plus de types de recours pour des comas. Globalement, une même intensité de soins, même peut-être un peu plus de ventilation mécanique. Une mortalité équivalente en réanimation à l'hôpital, donc des résultats différents de ce qui est rapporté dans les études nord-américaines. Mais au sein de la population précaire, il y a quand même un groupe particulier qui sont les vrais précaires qui vivent dans la rue. Et puis, ils ont une durée de séjour qui est plus longue. Et donc, ce qu'on peut conclure de ce travail, c'est qu'avec le système français, avec la prise en charge non sélectionnée des malades, il n'y a pas de perte de chance sur la prise en charge de ces malades en termes de mise en œuvre des techniques de suppléance et en termes de mortalité. Que par contre, ça génère des surcoûts parce que comme les durées de séjour sont plus longues, comme en gros, un très bon proxy des coûts, c'est la durée de séjour. Et vous savez que les hôpitaux, donc la T2A actuellement, on pourrait discuter la T2A si vous voulez, les hôpitaux n'ont absolument pas de financement spécifique pour la prise en charge de populations précaires. Il y a une prise en charge pour les PASS, pour les permanences d'accès aux soins de santé, mais il n'y a pas de... C'est pas une CEA, en gros, c'est pas une comorbidité associée au fait d'être précaire. Or, il y a une durée de séjour qui est plus longue et donc, quand même, j'imagine que le recrutement à Bichat, c'est pas le même qu'à la HGP. Et que donc, ça a un impact sur les caractéristiques des séjours et donc sur les coûts généraux. Donc voilà, ce travail, il a pu être mené avec un certain nombre de médecins de l'hôpital, avec le service social, et puis avec le DIM et l'unité INSERM à laquelle j'appartenais. Alors, il y a eu d'autres études qui ont été menées. C'est l'étude Frog ICU, peut-être vous avez participé. C'était des malades graves de réanimation et avec là une sous-étude à 1 an après la sortie de réanimation. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de malades qui sont décédés, il y a un certain nombre de malades pour lesquels il y avait des données manquantes, et il y a des malades pour lesquels il y avait des données sociales, et on a pu analyser l'impact de cette, on va dire, déprivation sociale sur l'outcome. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel outil a été utilisé là dans cette étude pour définir cette déprivation sociale. 4 items ont été retenus. C'est le revenu. Deuxièmement, le pourcentage d'habitants avec une formation au moins de 2 ans post-bac, le pourcentage de chômage et le pourcentage d'ouvriers.
Et dans l'étude, les malades ont été classés en 5 quintiles en fonction de ces critères de déprivation sociale. Et puis aussi, une autre façon de les classer, c'était oui ou non, il y a au moins un critère de déprivation sociale. Et ce que l'on voit, comme dans notre étude, c'est que la mortalité à 1 an, elle est pareille dans les 5 quintiles de précarité. Et que quand on regarde la qualité de vie sur la composante mentale ou physique, c'est un peu différent. Alors ça, la courbe de survie, vous voyez, c'est pas significatif, même si on a l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de mortalité dans le groupe avec déprivation sociale. Quand on regarde le SF36, vous avez en noir les valeurs que l'on devrait obtenir pour une population matchée sur l'âge et le sexe. Et on voit quand même que les malades avaient la déprivation ou pas de déprivation sociale. On est quand même loin de la population générale. Et l'autre élément, c'est l'évolution. La courbe rouge, c'est à 3 mois, la courbe verte, c'est à 6 mois, et la courbe bleue, c'est à 1 an. Mais on a l'impression quand même que quand il n'y a pas de déprivation sociale, il y a une amélioration sur ces items, alors que ce n'est pas le cas chez les malades avec déprivation sociale. Et c'est bien exprimé ici en box plot. Vous avez les noms, pas de déprivation sociale en blanc et déprivation sociale en gris. Et puis là, on est à 3 mois, on est à 6 mois, on est à 12 mois. On voit que, effectivement, la réanimation, ça va induire une diminution de la qualité de vie, mais qu'il va y avoir une récupération au cours du temps. Vous voyez qu'on passe chez les non déprivés de 39% à 54%, donc une franche amélioration, alors que chez les malades qui ont une déprivation sociale, eh bien, ça s'améliore pratiquement pas. Et sur le score mental, c'est le même profil. Et donc, on imagine bien, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il n'y a pas d'accompagnement, comme il n'y a pas de famille, etc., les gens ont du mal à récupérer derrière. L'autre chose qui a été regardée dans ce papier, c'est l'impact du niveau d'éducation, avec 3 niveaux, en gros, vraiment minimal, intermédiaire, et puis université. Donc, évidemment, il y a une relation entre le niveau d'éducation au départ et la déprivation. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été regardé la relation qu'il y avait entre le niveau de formation initiale et puis les revenus. On voit quand même, et ça m'a intéressé, que chez des gens qui ont une formation, on va dire, universitaire, il y en a quand même 20% qui sont dans la tranche faible revenu. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus dans le groupe de gens qui ont un niveau d'éducation beaucoup plus faible. Donc voilà, il y a une relation entre formation initiale et revenus. Donc, le résumé de cette étude, ça pose la question de la définition de la précarité. Donc, on a vu, on retrouve des éléments du dossier social, évidemment le lieu d'habitation, les revenus et la couverture sociale. Donc, impact à court terme sur mortalité et durée de séjour, pas vraiment dans cette étude. Et impact à long terme, oui, on a l'impression qu'en termes de qualité de vie, ils ont plus de mal à récupérer que chez les malades qui n'ont pas ces indices de déprivation sociale. Alors, il y a eu quelques revues générales qui ont repris ces éléments. Je ne vais pas tout vous détailler. Globalement, ces études retrouvent un impact de la précarité sur la mortalité, la durée de séjour, sauf dans les études qui sont européennes ou françaises. Il y a bien sûr le problème de l'alcool, où par exemple dans une étude, il montre qu'effectivement, quand il y a une dépendance à l'alcool, eh bien, il y a une mortalité qui est plus importante. Mais donc, globalement, dans cette méta-analyse, il y a une relation entre le fait d'être précaire et d'avoir une mortalité plus élevée.
Vous voyez, significant increase, significantly higher, etc. etc. Alors, une étude multicentrique française chez les patients Covid, et donc l'idée, c'était effectivement de regarder d'autres indicateurs de précarité sociale, les activités de loisirs, le support familial, et puis également IRIS, vous savez, ces systèmes de grappes, hein, où on va aller regarder en fonction de votre lieu de vie, si vous êtes dans un quartier avec des éléments de précarité. Et dans cette étude, il a été regardé le pronostic à 6 mois, avec les EFR, un scan thoracique, une épreuve de marche de 6 minutes, et globalement, pas de différence selon que l'on était précaire ou pas précaire. Et enfin, pour finir, une dernière méta-analyse, la plus récente que j'ai trouvée, donc entre le statut socio-économique et le résultat en réanimation. Donc, ils reprennent toutes les études, dont la nôtre, et globalement, dans cette méta-analyse, on voit que le petit losange en bas, il est quand même du côté avec une mortalité qui est plus élevée chez les malades qui ont des éléments de précarité sociale. Et quand on regarde la durée de séjour en réanimation, par contre, dans cette étude, il n'y a pas de différence dans cette méta-analyse. Donc, en conclusion, en France, compte tenu de notre système de prise en charge, compte tenu du fait qu'on ne sélectionne pas les malades à l'entrée, il n'y a pas de perte de chance. C'est retrouvé donc dans au moins 2 études. La prise en charge, elle est pas différente. En revanche, les séjours sont peut-être un peu plus longs, singulièrement à l'hôpital, parce que c'est la question de la solution d'aval en sortie de l'hôpital. Et puis une question sur l'impact sur le financement des hôpitaux, avec une reconnaissance de cet élément de précarité sociale sur des surcoûts générés par la prise en charge de ces malades. Évidemment, le risque, c'est que, comme ça défavorise les hôpitaux, qu'il puisse y avoir une sélection de clientèle, et comme on peut le voir dans un certain nombre d'établissements, mais je pense fort heureusement pas dans les établissements publics en France. Voilà ce que je voulais vous dire.